Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, les animaux en peluche. C'est le cadeau de Noël par excellence des tout-petits. Certains deviendront même des doudous et, selon la formule passée, dans le langage courant, des objets transitionnels. On va en parler avec Adrien Blanc, il est l'invité du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Cécile Fournier. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Et l'actu, c'est cet enchaînement d'annonces sur le sport à l'école, la proximité des JO. On va parler des programmes d'éducation physique et sportive. L'heure de la récré, toujours avec Cécile, direction la Belgique. Et un prof pas comme les autres à rencontrer sur les réseaux sociaux. Et puis notre rendez-vous en fin d'émission avec Marie-Olivier et son cours particulier. Portrait aujourd'hui d'autres profs pas comme les autres, le couple Élise et Célestin Freinet. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Plus de 10 millions de peluches sont vendues chaque année en France. Certaines sources avancent même le chiffre de 15 millions, mais seule une infime minorité accédera au rang suprême, celui de doudou. Et encore, je dis rang suprême, mais la vie de doudou n'est pas rose tous les jours. Il faut accepter de se faire jeter par terre, oublier, déchirer, car le doudou pardonne tout. Et c'est une part essentielle de sa fonction. Adrien Blanc, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en psychologie, psychologue clinicien en centre médico-psychologique et en hôpital de jour pour enfants, mais également enseignant en psychanalyse et chercheur. On vous a déjà reçu, on est ravis de vous revoir. Et vous avez publié Mon doudou, l'objet transitionnel qui fait grandir. C'est aux éditions InPress. On va commencer par le plus compliqué, qui n'est pas doudou, qui est transitionnel. Cette notion de transition. Avant de vous lire, je pensais que le doudou, c'était un objet dont l'odeur rappelait à l'enfant sa maman et que ça le rassurait de la voir quand sa maman n'était pas là. C'est en partie bon, mais pas complètement. En partie. Voilà. Parce que ça, c'est ce qu'on arrive à se représenter au sens courant du terme, mais c'est toujours un peu plus compliqué. Parce que le côté transitionnel, c'est que l'enfant, au moment où il est en train de construire son lien avec le monde, son lien avec les autres, il va y avoir un certain nombre de choses qui vont l'inquiéter, qui ne va pas réussir à se rassurer. Il va avoir besoin de créer ce qu'on appelle des phénomènes transitionnels, c'est-à-dire des choses qui vont faire le pont entre ce qui se passe à l'intérieur de lui et ce qu'il n'arrive pas à comprendre à l'extérieur. Et ça, c'est la clé de compréhension. Je me permets de m'arrêter là-dessus, c'est de se dire qu'on a un monde intérieur, qu'on appelle le psychisme, et il y a le monde extérieur. Tout à fait. Et entre les deux, il y a cette représentation qu'on va en avoir, qu'on va essayer d'en comprendre quelque chose. Et ces objets-là, qu'on imagine pouvoir nous rassurer, ils vont être aussi des objets qui vont nous permettre d'en comprendre quelque chose. En psychologie, on dit en élaborer quelque chose. C'est-à-dire petit à petit pouvoir un jour s'en passer. On n'a plus besoin tous des doudous de la même manière que les enfants en avaient besoin. Et ces doudous permettent donc d'être dans cette ère intermédiaire que je vous avais montré, j'imagine. Regardez, il est terrible, c'est tout. Voilà. Donc là, il y a la réalité intérieure, la réalité extérieure, et dans la zone grisée, ce qu'on appelle l'air intermédiaire, c'est le lieu de la transition. C'est le lieu où tout se mélange un petit peu. Des rencontres, on ne sait pas exactement la part de l'objet de la part du psychisme, parce que par exemple, le doudou, c'est pas inscrit sur sa tête, je vais te rassurer. C'est l'enfant qui va en vivre une expérience avec, qui un jour, pour quelque chose qu'on ne sait pas exactement quoi, il va s'y accrocher à un élément sensoriel, à un élément tactile, à une odeur, qu'il va retrouver, par exemple, au moment où il va se réveiller. Et ça va le rassurer. Mais comme nous, on a tous nos petits rituels qui nous rassurent, qu'on ne se raconte pas toujours, mais qui ont cette même fonction d'entre-deux, de supporter des choses pas si simples à supporter. Et ça, c'est également un point essentiel, qui est que ce monde extérieur, ce monde qui m'est extérieur, et ça c'est vrai même quand je suis plus bébé, et doudou ou pas doudou, mon monde intérieur, mon psychisme le filtre, si bien que le monde extérieur, d'une certaine manière, vous le dites, il n'y a pas de réalité constante et objective, pour, ne serait-ce que pour nous trois autour de cette table, et pour toutes celles et ceux qui nous regardent. Oui, c'est ça, on n'y a jamais accès directement au monde extérieur, parce que déjà, notre cerveau, comme notre psychisme, est toujours un premier filtre, une première représentation qui nous permet d'en penser quelque chose. Et justement, tous ces phénomènes transitionnels, comme la dernière fois on avait parlé du jeu, là on parle du doudou, mais qui nous permettent en fait d'en rejouer quelque chose. Quand par exemple on a une opinion sur quelque chose, puis qu'à un moment d'autres éléments viennent nous dire c'est peut-être pas exactement ça, il y a peut-être un truc. Ça se passe dans une ère intermédiaire où on ne sait plus trop à ce moment-là, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est l'autre, est-ce que c'est ce qu'on me raconte, et à un moment ça va changer. Et c'est ces phénomènes-là qui permettent que ça change, c'est-à-dire que ça se rejoue sur une autre scène. Alors, ce qui est très important quand on est bébé, c'est que quand quelqu'un ou quelque chose disparaît de notre environnement, on a une peur primale, qu'ils ne reviennent pas. C'est ce qu'on appelle l'angoisse de séparation. Oui, c'est presque ça. Ou papa est sorti de la pièce. C'est ça, c'est presque ça, parce que pendant longtemps, on a imaginé effectivement que l'enfant, quand on était derrière la pièce, qu'on disparaissait. En fait, c'est pas tant qu'on disparaît qu'il ne sait pas où on va. Ce que je veux dire par là, c'est que l'enfant va penser qu'on est toujours derrière la porte quand il a quelques mois, même si très vite il va en comprendre quelque chose, mais c'est surtout à la maison, quand on est derrière la porte, s'il pleure, le parent il vient. C'est ça. Par exemple à la crèche, si le parent il est parti, l'enfant va toujours penser qu'il est derrière la porte, il ne va pas forcément comprendre qu'il ne va pas revenir. Et c'est pas tant qu'il va disparaître, qu'il va se rendre compte petit à petit que son mal-être, ses angoisses ou ses besoins
il ne va pas savoir qui va s'en occuper si son parent ne répond pas. Et si on reste c'est ça qui crée l'angoisse, c'est le lien. C'est le lien et la peur de ne plus pouvoir subvenir à ses besoins primaires. C'est ça, que le lien ne survive pas à cette absence et qu'on ne va pas pouvoir se débrouiller. En crèche, par exemple, il va falloir pouvoir faire confiance à quelqu'un d'autre, mais la confiance, c'est pas inscrit sur la tête des gens. C'est quelque chose qui va se vivre avec des expériences, avec des relations, et pour ça, il faut un petit peu de temps à construire. C'est pour ça qu'il y a la fameuse période d'adaptation quand on emmène son enfant à la crèche. Donc l'objet transitionnel, il me rassure, il me laisse finalement un petit morceau de ce qui me manque. Derrière, il y a ce qu'on appelle la théorie de l'attachement. Oui, il y a un peu cette question de la théorie de l'attachement, parce que même si les objets transitionnels sont un peu avant, parce que souvent on a tendance à confondre ce qu'on appelle le lien d'attachement aux gens et la théorie d'attachement. Le lien d'attachement, ça va être les gens qu'on aime bien, les gens qu'on n'aime pas, le lien affectif qu'on va créer avec les gens. Et là où la théorie de l'attachement, c'est le moment où on va construire un lien de dépendance à quelqu'un, c'est-à-dire l'enfant, quand il pleure pour son parent, c'est qu'il sait quelque part que le parent va lui répondre. Et donc c'est une manière dans des situations de détresse de savoir appeler à l'aide et de savoir appeler quelque chose, demander quelque chose. Et on peut être dépendant de gens qu'on n'apprécie pas forcément. C'est pas exactement la même chose. On a creusé cette notion d'objet transitionnel. On va évidemment parler du doudou. Un mot avant l'anti-sèche quand même. Si on dit doudou, c'est parce que c'est doux. Les Anglais ont une autre expression qui finalement est beaucoup plus imagée. Oui, moins poétique, mais plus imagée. La safety blanket, la couverture de survie, etc. Mais le doudou, il est vrai est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est le son de l'enfant? Moi, je pense des fois à une histoire qu'on m'a racontée sur la manière dont on peut appeler les gens qu'on aime dans les Antilles ou autres, mon doudou, comme quelqu'un qu'on aime, quelqu'un qu'on a besoin, quelqu'un qu'on est dépendant. Au final, on a tous des doudous quelque part. Voilà, et le doudou, l'avantage, c'est que c'est inconditionnel. On peut lui faire subir les pires avanies et les enfants ne s'en privent pas. Il ne trahira jamais, jamais il ne fera défaut. C'est un élément de permanence. On va retrouver Adrien Blanc pour parler des doudous juste après l'anti-sèche, Cécile Fournier. Avec vous, Cécile, nous parlons sport dans cette anti-sèche. Le PS ayant un coefficient 6 pour le bac. Les annonces se succèdent quasiment depuis l'élection d'Emmanuel Macron, la première à la présidence de la République. Donc on parle du sport à l'école en général, pas seulement de l'EPS d'ailleurs. Non, petit rappel rapide. À l'école primaire, les élèves pratiquent 3 heures de sport par semaine. Ils explorent leurs possibilités corporelles et construisent leurs premières compétences motrices. Les 6e ont le droit à 4 heures par semaine avec natation obligatoire. Les 5e, 4e et 3e ont quant à eux 3 heures de sport. De manière plus générale, au collège, la pratique de l'EPS aide à acquérir de nouveaux repères sur soi, sur les autres, sur l'environnement. Et puis ça diminue de plus en plus. Alors direction le lycée, avec 2 heures, avec cerise sur le gâteau, bac oblige, en terminale, une évaluation EPS tout au long de l'année composée de 3 épreuves. Vous savez tout, ou presque. Est-ce que vous saviez, par exemple, que nous avions 540 heures d'EPS du CP au CM2 ? Non. La France est partie du top 3 des pays européens qui consacrent le plus d'heures à cette matière. Ah, c'est pas mal, ça. Ouais. Bon, quand même, non, oui, top bien, 3, ça ne vous va pas. Médaille de bronze. La perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques dans quelques mois en France a redonné d'ailleurs un regain d'intérêt au sport. Oui, il y a pas mal de nouvelles choses qui ont été mises en place. Je pense notamment au programme Aisance aquatique, initié en avril 2019 pour favoriser, vous l'aurez compris, l'apprentissage de la natation. Cet apprentissage est destiné aux 4-6 ans. Il y a également le déploiement depuis un an environ d'un apprentissage massif du vélo pour les 6-11 ans dans le cadre scolaire ou périscolaire. Et depuis que Emmanuel Macron a été réélu, en faisant du sport une des priorités de son mandat, il y a eu quelques mesures, notamment le programme 30 minutes d'activité physique quotidienne, généralisé depuis dans les 36 250 écoles primaires. Il faut savoir que selon l'expertise menée par l'ANSES, publiée en novembre 2020, 66% des jeunes de 11 à 17 ans interrogés présentent un risque sanitaire préoccupant. Il y a également 2 heures de plus au collège qui ont été déployées dans 700 collèges, qui consistent à proposer 2 heures gratuites de sport sur le temps du périscolaire. Un plan a été lancé pour rénover quelques 5000 terrains de sport dans les écoles ou à proximité d'ici la fin de 2026. À l'entrée en 6e, je crois qu'on met des tests, on aime bien mettre des tests. Alors, un petit test d'aptitude pour surveiller les conditions physiques des élèves. L'objectif est ensuite de leur proposer des activités de rattrapage ou de pratiques adaptées, sans oublier le passeport, une aide du catalogue. Voilà, une aide de 50 € à la pratique sportive pour les personnes âgées de 6 à 30 ans. Voilà, donc toute une galaxie de mesures qui ont été prises. Il y a aussi un label qui est lié aux Jeux Olympiques, vous en parliez, Génération 2024. Oui, c'est un label décerné aux écoles, établissements scolaires et établissements d'enseignement supérieur par le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche. Les établissements labellisés s'engagent
à, je cite, mettre plus de sport dans le quotidien des jeunes et permettre au plus grand nombre de vivre l'aventure olympique et paralympique dès maintenant. C'est que de la pratique ? Alors ça passe par de la pratique, mais aussi au sein même des cours plus théoriques, même sont mis à disposition des enseignements, des fiches pédagogiques pour les aider à inclure la question des Jeux olympiques et paralympiques dans leurs cours. Par exemple, on peut apprendre le vocabulaire anglais qui a attrait, en cours d'anglais donc, aux Jeux et au sport. Génial. Non, c'est intégrer le sport comme dans tous les cours. Ouais. Voilà. Il y a des événements sportifs aussi à l'école. Oui, il y a eu le 21 septembre, c'était la journée nationale du sport scolaire. Et puis il y a une semaine olympique et paralympique. Et oui, bien sûr, du 2 au 6 avril prochain. Merci beaucoup, Cécile. On se retrouve pour la récré ? Oui, tout à fait. Grand oral, les doudous, Adrien Blanc. Pas évident, je le disais, de devenir un doudou. C'est un privilège réservé à une minorité de peluches. Et encore, elles sont en concurrence avec des couvertures, des rubans, des chiffons, des bouts de tissu, plein de choses. On en parle avec Adrien Blanc, auteur de Mon Doudou, l'objet transitionnel qui fait grandir. C'est aux éditions InPress. On a compris que la fonction de notre doudou, la fonction de nos doudous dans la première partie, on va venir à ce fait essentiel. Un doudou ne se décrète pas, il s'agit. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que les parents vont en choisir un, éventuellement la marraine, le parrain va en acheter un en se disant j'espère que c'est celui-là. Parfois on se retrouve même avec quelqu'un dans la famille qu'on a choisi un qui n'était pas prévu pour être un doudou et qui aimerait bien l'imposer dans le berceau. Mais ce qui est important, c'est que uniquement l'enfant va le choisir et on ne peut pas réellement l'influencer. Bien évidemment, s'il n'est pas présent dans son environnement, dans son berceau dans les premiers temps, il va pas l'inventer. Mais ce qui va être surtout important, c'est de se rendre compte de ce sur quoi l'enfant va investir quelque chose, une couverture, un doudou, de repérer un peu ce qu'il va attraper le matin, ce qu'il va attraper pour s'endormir, pour le remettre à disposition à chaque fois. Et si vraiment il continue à le prendre, ça va devenir doudou. Un doudou. Il ne se décrète pas, mais il s'accompagne, il se repère et s'accompagne. Il fonctionne parce qu'il fonctionne, dites-vous. Oui, parce qu'on me demande souvent, mais à quel moment ça devient un doudou ? Et je prends souvent un peu l'exemple de, par exemple, un enfant qui aurait peur des monstres et qui se cacherait sous sa couette et qu'on pourrait se demander pourquoi ça le protège, qu'est-ce qui fait que ça le protège. Les parents très rationnels diraient parce que les monstres ça n'existe pas. Sauf que pour l'enfant qui y croit parce qu'il en a projeté sa peur dans ces monstres-là, pourquoi ça fonctionne ? Parce que le lendemain il ne s'est pas fait dévorer. C'est-à-dire ça fonctionne parce que réellement ça l'a protégé. Et je mettrai au défi bien un adulte de nous dire que sous sa couette on ne se sent pas encore un peu rassuré, même une fois adulte. Ouais. Mais moi, il y a des monstres. Enfin bon, bref, c'est un autre débat. C'est un autre problème s'il y a des monstres chez vous. Le doudou, ai-je découvert, et il est plus fort. On avait fait une émission sur la physique quantique. On avait parlé du chat de Schrödinger qui est et qui n'est pas. Le doudou, c'est pareil, mais alors dans 3 univers. Je remonte le petit schéma là. Monde extérieur, monde intérieur, zone intermédiaire. Il existe dans les 3. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a ce côté qu'on appelle le paradoxe de l'expérience transitionnelle. C'est que par exemple, le moment où l'enfant va prendre son doudou, le doudou, il a une existence matérielle, c'est-à-dire que c'est un objet, c'est pour ça qu'on parle d'objet transitionnel. Mais pour autant, il existe aussi dans la tête de l'enfant, c'est-à-dire dans le lien qu'il a construit avec. Et le moment où il va l'utiliser, c'est une rencontre entre sa réalité matérielle, sa représentation et l'expérience de manipulation, de triturage qu'il va faire avec. Et donc, il va exister paradoxalement un moment quand il s'en sert, à plusieurs endroits, et ça ne servira à rien de se dire ça le rassure uniquement parce qu'il a doux, ça le rassure parce que c'est dans sa tête. Ce qui le rassure, c'est le paradoxe de cette rencontre entre les 3 espaces. Est-ce qu'il a la même fonction chez le nourrisson et ensuite ? Ah, tout à fait. Chez le nourrisson, il y a un côté plus primaire, plus sensoriel, plus de réassurance un peu permanente dès qu'on va avoir des petits moments où on ne comprend plus ce qui se passe, etc. Et plus l'enfant va grandir, plus il va localiser son doudou ou ses doudous dans des endroits spécifiques, par exemple le moment de la sieste, le moment de dire au revoir, le moment chez papy-mamie, des choses comme ça. Et en grandissant, ça va devenir un peu un partenaire de jeu où il va surtout rejouer les expériences de sa vie qu'il n'a pas compris. L'enfant qui va disputer son doudou parce qu'il vient de se faire disputer par ses parents, grand classique, et ça marche pas si mal. Et ça marche pas si mal. Vous dites plusieurs doudous ? Oui, il y a des enfants qui en ont plusieurs. Il y a une hiérarchie. Pas forcément. D'accord. Parce que je prends un exemple qui m'a souvent amusé, c'est une maman qui me dit mais je sais pas lequel choisir parce que j'en ai pris plusieurs, sauf qu'un jour mon enfant il a repéré l'autre. Et du coup il l'a attrapé et il l'a pas mis au même endroit. Et en fait l'enfant il avait, même si c'était le même visuellement, il savait très bien qu'il y en a un qui n'était pas exactement le même qu'il avait mis pour le berceau, un autre qui prenait pour le change, un autre pour la voiture, et au final il se retrouvait avec plein de doudous. Pratique. Parce qu'à force de les utiliser, sans doute que dans ces moments-là, il y en a un qui l'avait plutôt trituré, l'autre c'était peut-être l'odeur. C'est-à-dire qu'au final, en voulant simplifier les choses, d'en avoir un qui pourrait être le même, au final on en a créé plusieurs. On en a créé plusieurs. Ça rassure aussi les parents, ils sont très attentifs aux doudous. Vous donnez une anecdote sur une maman qui arrive, ou des parents parfois qui arrivent à la crèche. Oui, et souvent une des premières questions que les professionnels de crèche vont donner, c'est est-ce qu'il a un doudou ? Sauf que parfois les parents, soit l'enfant n'en a pas, soit ils l'ont pas repéré, soit c'était d'autres phénomènes, parce que même si on n'a pas tous des doudous, on a tous développé des phénomènes transitionnels pour comprendre le monde et se rassurer. Et c'est surtout ça qui serait important de demander, comment vous le couchez, comment vous l'habituez, et pas quel objet. Parce qu'une fois arrivé en crèche, c'est pas l'objet qui va rassurer l'enfant, c'est le lien qu'il va créer avec les professionnels. Puis
l'objet. Un objet, il marche quelque part, il marche pas forcément toujours dans un... C'est ça. Mais dans l'exemple que vous citez, si je me souviens bien, il y a une maman qui arrive, il n'y a pas de doudou en fait, enfin elle n'a pas repéré de doudou, mais elle culpabilise. Elle a peur d'être prise pour une mauvaise mère, et donc elle va acheter un doudou juste avant et elle donne un objet. C'est ça, même plus drôle que ça, c'est-à-dire qu'elle en parlait avec une de ses amies, c'était la question qu'on lui a posée, elle se dit oh là là, je peux quand même pas arriver en crèche avec pas de doudou pour mon enfant, qu'est-ce qu'ils vont penser? Et du coup elle en a acheté un dans un magasin estampillé doudou, sauf que c'est pas parce qu'il est estampillé doudou qu'il va devenir objet transitionnel. Et voilà, c'est très 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 dur d'être un doudou et de devenir un doudou. On vous retrouve Adrien Blanc juste après la récré pour continuer à parler du merveilleux monde des doudous. Rebonjour Cécile, vous êtes allée de l'autre côté de la frontière pour chercher un super prof aujourd'hui, bien qu'il y ait plein de bons profs en France, il y en a un marrant, sympathique et que vous avez découvert sur les réseaux sociaux. Oui, il y a plein de profs. Oui, je voulais mettre un petit coup de projecteur sur Jérémy qui est suivi par plus de 97 000 followers sur Instagram et qui cumule pas moins de 880 000 abonnés sur TikTok. C'est pas rien tout de même. Voilà. TikTok qui se filme alors. Oui, donc oui. Vous avez un extrait? J'ai concocté un petit medley. Alors, un medley. Si tu es le chouchou du professeur, attention, je vais balancer du dossier. Déjà, premièrement, il ferme plus facilement les yeux quand tu te fais remarquer en classe par rapport aux autres élèves. Il m'a humilié devant toute la classe alors que j'étais dyslexique. C'est un commentaire que j'ai eu dans une de mes vidéos et j'ai demandé des explications parce que pour le coup, c'est assez chaud. À partir de maintenant, tu es officiellement déclaré traître et déserteur à la mère patrie. Pour les examens, si tu as du mal à calculer avec les pourcentages. Imaginons, je te demande 30% de 80. Premièrement, je barre les zéros, hop. Réponds à vos questions que vous me posez sur l'école. Sachant que j'en ai plus d'une centaine par jour, ce sera beaucoup plus simple et plus rapide. Donc si tu as une question, n'hésite pas à la poser en commentaire. Allez, 30% de 80, il faut que je le regarde en entier quand même. Donc son truc à lui, on l'aura compris, c'est de répondre à plein de questions, aussi bien des questions triviales que des questions très sérieuses. Oui, c'est un peu un pot pourri, j'ai envie de dire. Ça peut se valoir de temps en temps être humoristique, un peu décalé. Parfois, je trouve personnellement que ça manque un petit peu de nuance. Mais bon, il se présente là un peu comme le grand frère, le pion. Il se donne 5 objectifs dans ses vidéos, à savoir traiter les injustices dans l'enseignement, c'est bien. Aider les jeunes en décrochage scolaire, c'est bien. Valoriser la progression, bien. Mettre en avant des outils pouvant aider les jeunes en classe. Super. Et lutter contre le harcèlement et le cyberharcèlement. Oui, c'est donc génial. Au départ, il est prof, c'est ça? Prof de quoi? Il est professeur d'éducation physique. Il l'a été pendant 8 ans et depuis 2021, il s'est réorienté en tant que professeur en intégration. Il accompagne donc des élèves à besoins spécifiques qui présentent notamment des troubles du comportement, qui sont dyslexiques, etc. Et donc pendant le Covid, il a eu comme beaucoup, l'idée de faire des vidéos parce qu'il voulait montrer un autre aspect de l'enseignement. Et ben c'est sympa. Oui. C'est très réussi quand même. Jérém Titchoff, c'est ça l'adresse de son compte Instagram. Exactement. Vous pouvez le retrouver. Merci Cécile. Et petit clin d'œil à nos téléspectatrices et téléspectateurs de Belgique et de la francophonie en général. Les doudous. Adrien Blanc, je ne sais pas si on dit doudou d'ailleurs partout dans la francophonie. À peu près, oui. À peu près. Je crois que au Canada, c'est plus le même terme, mais c'est toutou. En fait, il y a souvent 2 sons qui se répètent. C'est souvent assez proche. Ok, génial. Grand oral, la suite. Pour terminer cette émission, une série de questions, enfin je ne termine pas tout à fait, mais en tout cas cet entretien qu'on s'est tous posé un jour sur la grandeur et les servitudes du métier de doudou, avec Adrien Blanc, docteur en psychologie, auteur de Mon doudou, l'objet transitionnel qui fait grandir, c'est chez InPress. Alors, ça, ma flûte, la première on l'a déjà posée, c'est pas grave, on peut ne pas avoir de doudou. Est-ce qu'on peut être doudou à mi-temps? Oui. Ou à temps partiel? On peut être à temps partiel dans le sens où l'enfant peut en avoir plusieurs, peut parfois en prendre un autre, peut parfois se contenter d'un autre, mais souvent, du fait de l'impact aussi quand même culturel et familial de nos sociétés actuelles, avec ce surinvestissement de cet objet, souvent il y en a quand même un à temps plein et d'autres qui ont des petites missions un peu secondaires. C'est quand même assez rare les enfants qui en ont plusieurs, mais c'est souvent le rituel qui est associé aussi au doudou qui peut avoir ça. Je me rappelle d'un enfant qui, lui, pour s'endormir, prenait 3 tétines qu'il passait dans sa bouche les unes après les autres. Et il y avait un ordre. Il y avait plus ou moins un ordre, mais en tout cas, il fallait les 3 et les mêmes. C'est-à-dire qu'une fois, on en avait mis une autre, il le savait quelque part que c'était pas la même, alors que nous, adultes, ce côté sensoriel, on aurait été bien en peine de savoir comment il avait fait pour les C'est beau d'essayer d'arnaquer les enfants quand on est médecin. Est-ce qu'un doudou se clone? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut en avoir plusieurs identiques et, pareil, et tromper l'enfant? Non. Les tout premiers temps, quand il est vraiment très très jeune, peut-être un peu qu'il va pas encore s'en rendre compte parce qu'on va. Donc c'est pas la peine d'acheter tout en type, quoi.
de fixer, il n'aura pas encore fini de fixer ce sur quoi ça va l'accrocher, mais ça sert à rien d'en avoir plusieurs. Cloner le doudou, ça serait comme vouloir cloner sa maman pour qu'elle soit partout. Mais moi je parle du côté de j'en achète 3 identiques, j'en planque 2, pour qu'en cas de perte, je lui fais croire que c'est pas vraiment perdu. Parce que le jour où on va le perdre, en fait, on va pas se rendre compte que le doudou, il aura évolué, il aura plus la même texture. Par exemple, s'il a l'habitude de le triturer quelque part, à un moment, il aura plus la même chose. Il aura peut-être un œil qui commence à partir un petit peu aussi. Vous lui en donner un tout neuf, il sait bien que c'est pas le même. Il est bien plus doué qu'on le pense. L'enfant est super doué. Question, mais hyper stratégique. Ouais. Attention, c'est un moment fort de l'émission. Je suis prêt. Ça se lave, le doudou? Les gens vont hurler si je dis oui, mais certains vont être perturbés si je dis non parce qu'ils le font. Donc en fait, ce qui est important de se dire, c'est que le doudou, vu qu'il y a le côté sensoriel, affectif et relationnel et que l'enfant il travaille ce qu'on appelle sa continuité, c'est-à-dire que ça reste continu dans le temps, en fait, ce qui est important, c'est que si jamais on décide de le laver, en fait, on ne le fait pas en douce pendant que l'enfant il dort. On ne le fait pas quand il n'est pas là. C'est-à-dire qu'on l'associe éventuellement au rituel de lavage. C'est lui qui va aller le laver avec papa, avec maman, etc. Mais on ne le fait pas pendant qu'il dort parce que s'il sent un peu mauvais et qu'il sent la soupline ou l'assouplissant après, pendant un petit moment, il va falloir qu'il se le réapproprie. Ou qu'il le mette de côté parce que c'est plus le même. Doudou perdu par l'enfant ou par la maman? La cata? Je l'ai jeté par inadvertance. Voilà. Moi, je voulais pas. Je tiens à dire que je ne voulais pas dénoncer. C'est une autodénonciation de Cécile Fournier. Je n'interpréterai pas. Mais doudou perdu, doudou remplacé, c'est comme l'exemple du poisson rouge dans le bocal, même s'il ressemble énormément à l'ancien, l'enfant il sait que c'est pas le même. Donc vouloir le remplacer de manière magique, c'est comme lui faire croire que si quelque chose disparaît, on peut le remplacer par autre chose. Quand maman elle n'est pas là ou papa n'est pas là et quelqu'un d'autre s'en occupe, il sait bien que c'est pas la même personne. Si le doudou il n'est pas là, c'est triste, ça fait partie de la vie. Doudou n'est plus là, mais sans doute qu'il a quand même d'autres objets qu'il aime bien, d'autres objets qu'il investit bien, et peut-être qu'on peut l'amener vers un autre qu'il aime bien, vers un autre quelque chose, parce qu'après tout, si le doudou il permet de maintenir le lien, le plus important c'est peut-être le lien aux parents plutôt que le lien au doudou. On peut faire des dynasties aussi, non? C'est-à-dire vous avez 3 ou 4 doudous identiques et vous doudou 1, doudou 2, doudou 2, machin, on dit que c'est comme les rois, doudou 1 est mort, doudou est mort, vive. D'ailleurs, ça meurt un doudou? Ça meurt pas vraiment, parce qu'il y en a qui vont le léguer à leurs enfants, souvent avec une charge affective. Légère, toute petite. Il a plus trop intérêt de le choisir, souvent quand même. Et en tout cas, ça meurt pas, ça finit pas refoulé non plus, mais souvent ça s'oublie un peu. Mais comme une image qu'on se rappelle de temps en temps, c'est-à-dire que le lien reste authentique, mais on n'a plus besoin de l'avoir de manière permanente avec nous. On peut le mettre de côté, mais on ne l'oublie jamais. Ça devient rarement un problème ou rarement une dépendance, un doudou, si on laisse l'enfant faire ses expériences avec. Ok, donc c'est pas vraiment mort, mais il peut y avoir le retour du pas vraiment mort vivant. Parfois, ça peut arriver par exemple à l'adolescence. À l'adolescence. L'adolescence, on n'a pas encore renoncé au doudou. Vous aviez renoncé au doudou à l'adolescence? Souvent, quand même, on nous a habitués. Moi, j'en connais des qui n'avaient pas renoncé à l'adolescence. On nous a souvent habitués à quand même s'en passer un peu moins, arriver à l'école primaire, on le planque, on le planque, on le met dans le lit, dans des moments très spécifiques. Mais le doudou, parfois, petite rupture amoureuse à l'adolescence, un premier moment compliqué, on peut le ressortir un peu discrètement, parfois moins discrètement et ça envahit un peu, mais aussi. Et parfois aussi vers l'âge adulte, dans des moments très, très difficiles, ça peut arriver. Et aussi chez les personnes un peu plus âgées, au moment où certaines formes de démence, certaines formes de vieillesse arrivent, il peut y arriver parfois que le doudou peut être reconvoqué dans cet aspect sensoriel. Quand on est âgé, en principe, on ne peut pas avoir ses parents, mais on peut parfois encore avoir son doudou. Les doudous sont immortels, je le savais. Adrien Blanc, merci beaucoup. Vous restez avec nous. On va retrouver Marie-Olivier pour son cours particulier. On va parler d'Élise et Célestin Freinet dans quelques secondes. Mon doudou, l'objet transitionnel qui fait grandir, c'est aux éditions In Press. Cécile, merci beaucoup. Allez le rechercher, ce doudou, ça peut aider quand même. Cours particulier. Le cours particulier de Marie-Olivier. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. On a déjà parlé d'Élise et de Célestin Freinet dans cette chronique, mais l'un n'allant pas sans l'autre. Et pour comprendre le mouvement, ce qu'on appelle le mouvement Freinet, aujourd'hui, vous nous expliquez leurs apports complémentaires à l'éducation. Voilà, exactement. On a fait la femme et le mari, maintenant on fait le couple. Voilà, Élise et Célestin Freinet sont vraiment les deux piliers du mouvement d'éducation nouvelle au début du XXe siècle. Le mouvement Freinet de l'école moderne, dont ils sont à l'origine, a toujours une grande influence aujourd'hui. Une BD d'ailleurs est sortie l'an dernier à leur sujet.
Une BD sur laquelle, d'ailleurs, c'est marrant, on voit en effet deux adultes, Élise et Célestin. C'est bien lui qui est au milieu et elle un peu en retrait quand même. Et oui, c'est toujours ça. Et oui, la société patriarcale. Un petit peu, ouais. Élise est vraiment dans l'ombre, alors qu'elle a eu un rôle en fait important dans le mouvement Freinet. Le mouvement, et non la pédagogie Freinet, est un réseau collaboratif d'enseignants et de personnes intéressées par des techniques pédagogiques qui visent à rendre l'individu responsable, libre et solidaire. Et ces principes se basent sur l'organisation coopérative avec le travail en groupe, le tâtonnement expérimental ou la méthode naturelle. Donc on s'appuie sur l'élan de l'enfant. L'enfant doit s'éduquer lui-même et le maître l'accompagne. Il y a beaucoup d'observations et de tâtonnements dans leur méthode. Eux-mêmes l'ont pratiqué pour inventer le mouvement, en fait, parce qu'ils regardaient beaucoup leur fille, Madeleine. Oui, ils étudiaient vraiment les tâtonnements de Madeleine dans l'apprentissage du dessin, de la lecture, de l'écriture dans les années 30. Et c'est à partir de ces observations qu'ils forment leur projet éducatif. La condition essentielle, c'est que les enfants peuvent utiliser tous les moyens d'expression. Ils ne suivent pas un modèle imposé et ils interagissent régulièrement avec les autres. Et ce principe de libre expression qu'on attribue beaucoup à Freinet, en fait, il est plutôt inspiré par Élise que par Célestin. Plutôt inspiré par Élise, qui était artiste. La maîtrise des différents mouvements d'expression est un pilier, voire la condition essentielle pour que les enfants puissent communiquer leurs émotions et ainsi vivre avec les autres. Et c'est vraiment elle qui en est à l'initiative. Dès 1920, elle est enseignante, mais elle pratique aussi la peinture en parallèle. Et en fait, c'est une artiste qui utilise l'art dans le cadre de ses cours, ce qui lui vaut d'ailleurs de se faire repérer par un inspecteur très impressionné par sa méthode. Qui consiste en quoi précisément cette méthode? Alors c'est tout simplement la liberté totale dans l'expression artistique dès le plus jeune âge. Elle appelle cela le graphisme primitif. C'est une véritable expression de l'élan vital cher au philosophe Bergson. Élise documente beaucoup ses expériences et ses travaux alors avec les enfants à travers des articles et même des livres, dont L'Enfant artiste, qui est sorti en 1964. Et en 1969, elle fonde même une revue, L'Art enfantin. On a rendu à Élise son rôle essentiel dans le mouvement. On revient un peu à Célestin. Oui, quand même, on ne va pas l'oublier non plus. Célestin naît en 1896 dans les Alpes-Maritimes. Et comme Élise, il se forme à être instituteur et entre à l'école normale d'instituteurs de Nice en 1912. Mais en 1915, il est mobilisé pendant la Première Guerre mondiale. Et pendant cette guerre, il est grièvement blessé au poumon. Et ça lui inspirera d'ailleurs des méthodes d'éducation. Il se rencontre d'ailleurs, Célestin et Élise, pendant la convalescence de Célestin et se marient pas très longtemps après, en 1926. Exactement. Et tous les deux montent à Paris à ce moment-là. Ils développent ensemble les techniques du mouvement Freinet. Concrètement, en classe, l'organisation coopérative peut donner lieu à des travaux de groupe où le plus fort aide les plus faibles. Le principe du tâtonnement expérimental, lui, s'appuie sur l'apprentissage par les erreurs et non sur du par cœur. Quant à la méthode naturelle, on laisse tout simplement l'enfant aller vers son élan créatif. Vous disiez que sa blessure au poumon avait inspiré un certain nombre de méthodes à Freinet, parce qu'en fait, il parlait très difficilement. Il avait du mal à parler, exactement, il fatiguait très vite. Alors, en fait, il s'appuyait beaucoup sur les travaux de groupe dans lesquels l'enseignant accompagne les élèves sans parler à la classe entière. Donc, c'est les élèves qui communiquent entre eux. Et de toute façon, les Freinet voulaient vraiment renverser les strates de l'enseignant. Je cite Célestin Freinet, c'est l'enfant lui-même qui doit s'éduquer, s'élever avec le concours des adultes. Nous déplaçons l'acte éducatif. Le centre de l'école n'est plus le maître, mais l'enfant. Donc le professeur, en fait, peut même déléguer des responsabilités à certains élèves. L'élève au centre, ça fait débat en France, ça faisait débat déjà à l'époque. D'ailleurs, ils testent ces méthodes dans l'enseignement classique et finalement, les époux Freinet doivent fonder une école qui s'inspire de ces principes. Oui, alors d'abord, ils sont mutés pour être instituteurs à Saint-Paul-de-Vence dans les Alpes-Maritimes en 1928 et 6 ans plus tard, effectivement, ils fondent une école dite prolétarienne à Vence, une ville voisine. Puis, après la Seconde Guerre mondiale, pendant laquelle le mouvement est freiné, il se constitue en un institut coopératif de l'école moderne, ICEM. J'ai pas fait exprès. Hein. Monsieur, vous avez fait exprès. Non, le mouvement est freiné, extraordinaire. Une vingtaine d'années plus tard, l'école Freinet est reconnue par le gouvernement comme école expérimentale. Exactement, et ça se passe en 1964. Les enseignants sont reconnus par l'éducation nationale, hein, les enseignants de cette école. Et Célestin décède 2 ans plus tard, mais Élise continue l'œuvre des époux Freinet jusqu'à sa mort en 1981. L'influence du mouvement et des époux est aujourd'hui considérable. Oui, parce que ces techniques, on les retrouve aujourd'hui. Il y a plein d'objectifs. On les retrouve vraiment. Elles permettent à l'enfant de s'autonomiser, de développer sa curiosité, d'apprendre la démarche scientifique par l'expérimentation, d'apprendre à penser et à parler à travers les conférences pendant lesquelles il parle, il présente les résultats de ses expérimentations, d'avoir confiance en lui, de développer ses propres savoirs et aussi de collaborer avec les autres, de s'entraider. Et on en a parlé dans plein d'autres chroniques, d'oser dire ce qu'il ressent et d'exprimer ses émotions. Ce qui est fondamental. Des écoles 100% Freinet, il y en a encore en France ? Il y en a encore qui existent en France. Il y a aussi de nombreux enseignants dans l'école publique qui utilisent ces techniques dans leur classe. D'ailleurs, sur le site de Canopé, sur les ressources de l'éducation nationale, on trouve des kits pour mettre les méthodes Freinet en place. Merci beaucoup. Heureusement, je ne vous ai pas freiné dans cette chronique. Merci Emmanuel. Oh, quelle culture, la culture.
La quotidienne de School TV, c'est fini pour aujourd'hui. Je remercie aussi toute l'équipe de l'émission. Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec pour la préparation de l'émission, assistée en régie aujourd'hui par Emma Frari, et Louise Merlin pour le son, Angèle Jean Girard pour la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.